Le Brésil. Je voulais commencer mon voyage dans la baie de Bahia. C'est là que les Portugais ont installé la toute première capitale du Brésil, Salvador. L'Amérique venait à peine d'être découverte. C'est un concentré de toute l'âme du Brésil. Ici, les trains n'ont pas le même son qu'ailleurs. C'est le klaxon du train. Et en plus mélodieux à la brésilienne. C'est bon, on dirait que vous jouez en rythme avec le train. C'est bien là. Si tu écoutes bien, le train, il fait tchac, tchac. C'est un rythme qui me fait penser au son de l'Afrique, à mes ancêtres aussi. Ça me fait voyager, ça m'inspire. Pour moi, les bruits du train comme Kumchak, c'est presque une musique contemporaine. Et vous jouez souvent dans les transports? Ici à Bahia, tout est basé sur la musique. Chaque objet devient une percussion. Chaque chose est musique, comme ce train. Tout est prétexte à la musique. D'ailleurs, on dit ici que les Bahianais, quand ils parlent, en fait, ils chantent. Donc ce train, c'est une musique pour vous. Bravo! Mais alors, vous êtes des amis qui vous retrouvez dans les trains? Vous êtes un groupe? Vous êtes qui? On essaye de jouer tout le temps ensemble. On aime jouer la musique ensemble, que ce soit à la plage, pendant une fête d'anniversaire. On est un groupe d'amis unis par la musique. Elle fait partie de notre vie. Alors ça, c'est pas de la samba du tout, c'est quoi? De la samba? C'est de la samba? Oui, bien sûr. Mais je croyais que c'était plus rapide, moi, la samba. À Bahia, la samba est plus lente, plus romantique. Mais au fur et à mesure que l'ambiance monte, on accélère le rythme. Et donc la samba la plus lente possible, ça ressemble à quoi? La plus romantique, la plus suave possible? On est tout de suite ailleurs. Hein. Arriver en train à Salvador, c'est comme un plongeon. Un plongeon dans les vibrations et l'histoire du Brésil. La capitale de l'État de Bahia fut longtemps une ville richissime, grâce au commerce de la canne à sucre, du tabac, de l'or et du diamant. Riche aussi grâce au travail et à la sueur de millions d'esclaves importés d'Afrique par bateau. Certains appellent Salvador la Rome noire. Noire car une grande partie des habitants sont des descendants des esclaves. Rome, parce qu'il y a dans cette ville un nombre impressionnant d'églises. Plus de 365, une par jour de l'année. La plus populaire serait celle de Nosso Senhor de Bonfim. Je décide d'aller jeter un œil et je ne suis pas déçu. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous bénissez une voiture? Cette habitude de bénir les objets, et notamment les voitures, est spécifique à l'église de Bonfim à Salvador. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais à Bahia, c'est vraiment une habitude que de le faire. Alors ça, c'est incroyable. Moi, je croyais qu'on bénissait que des personnes. Ah, mais je bénis aussi les personnes. En fait, je demande la protection de Dieu pour la voiture et ses occupants. Vous bénissez combien de voitures
en un dimanche? Ah, le dimanche, c'est entre 4 et 20 voitures. Mais la plus grande affluence, c'est en pleine semaine. Car les gens sortent directement du concessionnaire avec leur voiture et viennent la bénir ici. Donc chaque jour, il y a au moins un prêtre devant l'église pour bénir les voitures neuves. Voilà. Vous venez d'acheter la voiture, elle est toute neuve? Oui, elle est presque neuve. Vous vous autorisez combien de kilomètres avec la voiture neuve avant qu'elle ne soit bénie? On essaie de rouler le minimum possible. Avec celle-là, j'ai fait 200 km. Comme il y avait carnaval, je ne l'ai pas bénie avant, alors je fais attention. Minimum, sinon ça pourrait être dangereux? Oui, à chaque nouvelle voiture, je viens ici. Je la fais bénir afin de la protéger et surtout de faire en sorte qu'il ne nous arrive rien. Merci. Ok. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits rubans accrochés sur les grilles de l'église? C'est une croyance. Les gens prennent les rubans et doivent faire 3 nœuds. À chaque nœud correspond un vœu qui se réalisera. En fait, les pèlerins qui viennent dans cette église de Bomfim en repartent physiquement, mais laissent derrière eux ce petit ruban, symbole de leur spiritualité et de leur croyance qui reste ici. La tradition des petits rubans comme ça accrochés à la grille, est-ce que c'est bien catholique comme tradition? Je ne dirais pas que c'est une tradition purement catholique. Disons que c'est plutôt une tradition populaire. Tous les rubans qui sont accrochés ici, sur ces grilles, pour certaines personnes, ce ne sont que des bouts de tissu colorés qui volent au vent. Mais en fait, si tu regardes avec les yeux de la foi, alors tous ces rubans sont l'expression de la foi des pèlerins de Bomfim. Dans cette église, il y a un endroit que je trouve très touchant, c'est là. C'est juste à côté du chœur. Ce serait la preuve, en fait, que les vœux sont exaucés ici. C'est la salle des milagres. La salle des miracles, regardez. Regardez ce qu'il y a au plafond. C'est quand même fou. Des dizaines de jambes, de têtes, de bras. En fait, ce sont les croyants qui sont venus remercier le Seigneur de Bomfim, le remercier d'avoir guéri d'un bras, une jambe, une tête. Et ils accrochent le membre comme ça au plafond. C'est quand même très touchant parce que c'est une tradition qui dure depuis des siècles et puis c'est des gens qui ont été délivrés de quelque chose et je trouve ça assez fort. Salvador est un régal. J'y resterai bien un peu, mais il y a un train qui m'attend quelque part. Qui m'attend tout au bout du Brésil, loin de Bahia, dans la forêt amazonienne, tout près de la frontière avec la Guyane. La vérité est qu'il y a très peu de trains au Brésil, et que les gares sont souvent cachées dans les endroits les plus reculés. Elle est pas mal celle-là. Regardez, une petite gare, une voie, et puis tout autour, la forêt. La nature et surtout le son de la nature, écoutez. Rien que pour ce petit moment, ça valait le coup de venir au Brésil. Vous voyez, ici, on fait pratique. Les trains, c'est toujours mi-fret, mi-passager. Un trou.
Alors là, il y a une espèce de flottement, personne ne sait où monter. Bon, bah, les voyageurs montent dans là-bas. J'ai pas tout compris, mais on ne monte pas en face du quai. Ici? À qui? Ici? Ah, j'ai compris pourquoi les voyageurs montent pas depuis le quai. Là-bas, c'est le wagon des agriculteurs. C'est là-bas qu'ils montent leur sac. Et nous, c'est là. Me voilà dans cet improbable train de la jungle. Direction la forêt, la forêt, la forêt. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, j'ai la forme. Moi, j'ai 69 ans et ce train, ça fait 46 ans que je le prends. Et vous allez d'où à où comme ça depuis 46 ans? Attends, faut que je te dise. Les sièges avant, ils n'existaient pas. Ce n'était pas du tout comme ça. On avait plus d'espace. Il y avait des bancs un peu partout, mais moi, j'aimais bien dormir au milieu. À même le sol. C'était bien plus drôle et confortable. C'était mon wagon à moi, le wagon 5. C'était notre petite perle. Pourquoi vous dites que c'était notre petite perle, ce wagon? Eh bien, parce que c'était le wagon des pionniers, le wagon des colons, de ceux qui, comme moi, sont venus exploiter cette terre. C'était pas un wagon bon chic, bon genre, non. Dans ce wagon, on faisait ce que l'on voulait. On mangeait tous ensemble, on s'asseyait par terre. C'était notre wagon, le wagon numéro 5, celui des agriculteurs. Attendez, vous faites partie des premiers qui sont partis défricher la forêt dans cette direction-là pour s'installer comme agriculteurs? J'ai fait plus de 1000 kilomètres pour m'installer ici et cultiver cette terre. Avant, il n'y avait que la forêt ici et c'était dangereux. Il y avait des panthères, des pumas. À l'époque, on était seuls. Mais si on voulait s'en sortir, cultiver la terre, c'était le seul moyen. Il fallait affronter la réalité et les difficultés de la jungle. C'était dangereux. Mais aujourd'hui, je ne partirai pour rien au monde. Et vous avez été attaqué par des animaux? Vous avez été blessé? Vous avez eu des difficultés? Tu sais, avec mon mari, on a un élevage de canards. Et un jour, une panthère est entrée chez nous pour chasser nos canards. Elle était là, à quelques mètres de nous. Heureusement, mon mari a réussi à la tuer en lui tirant dessus. Alors oui, vivre en forêt, c'est dangereux. Et vous préféreriez pas vivre dans une petite ville avec une petite voiture, bien tranquille? Non. Moi, ça me plaît d'être en forêt. Tu sais, au cœur de la forêt, c'est calme. Il n'y a pas de bruit. Tu peux tout faire dans la forêt. Tu es tranquille. Et puis, il n'y a pas de voleurs dans la forêt. On peut dormir les fenêtres ouvertes. Alors qu'en ville, c'est impossible. Moi, au cœur de la forêt, je me sens libre. Et puis, quand tu y as goûté, tu ne peux pas fuir la nature. La nature, elle te retrouve tout le temps. Ça me fait drôle de vous entendre parce que vous m'avez presque envie de vivre dans la forêt. Merci beaucoup. Voilà, c'est le petit moment pour se faire plaisir. Là, on est dans l'hémisphère nord, tranquillement. Et ça, c'est un GPS. Donc, normalement, dans... ça ralentit. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est là, juste là. Ça, c'est l'équateur. Là. Et là, on passe maintenant, tranquillement, dans l'hémisphère sud. Ça y est. Tout le monde récupère ses bagages dans le wagon. En fait, ce qu'il y a de sympa avec ce train, c'est que vous payez le billet pour votre personne, mais vous ne payez pas pour ce que vous transportez. Donc il y a plein d'agriculteurs qui transportent comme ça leurs marchandises et qui vont vendre au marché de Santana, là, qui est juste à côté. J'arrive face à l'Amazone,
le plus grand fleuve du monde avec le Nil. La correspondance est en bateau. Ici, c'est le moyen de transport ordinaire. Direction Belém. Une ville un peu oubliée, comme je les aime, qui a connu son heure de gloire avec le commerce du caoutchouc. Et puis, qui s'est patinée dans une sorte de langueur. La langueur du fleuve, de la chaleur, de l'éloignement. Il règne à Belém une nonchalance moite qui donne envie de poser ses valises, de tout lâcher. Pour goûter un peu à la vie amazonienne, je décide de débarquer sur une île. Une île au milieu de l'Amazone. Une île immense, grande comme la Suisse. L'île de Marajo. Une sorte de Camargue équatoriale, particulièrement réputée pour ses buffles. Il y aurait sur l'île 3 fois plus de buffles que d'êtres humains. Même la police est sur des buffles ici. Voilà. Vous êtes la police? Oui, de la police. De la police montée à dos de buffle. Mais pourquoi vous montez sur des bœufs? Parce que pour attraper les voleurs, ça doit pas être très pratique. Ah, nous on y arrive, car les buffles courent quand même à 20 km/h. L'avantage du buffle, c'est surtout qu'il est très efficace dans la boue. Bon, c'est vrai que le bitume, ce n'est pas trop son élément, mais cet animal est parfait pour patrouiller partout sur l'île de Marajo. Ah bon? Et c'est confortable? Ah oui, très confortable, bien mieux qu'un cheval. Si tu veux essayer et monter un de nos buffles, et tu verras par toi-même que c'est confortable. Hein. C'est confortable, vous êtes sûr? Fais-moi confiance, on connaît bien, on est de la région. C'est marrant, instinctivement, j'ai plus confiance qu'avec le cheval. Ça a l'air plus paisible. En ville, il est très calme, mais dans son habitat naturel, le buffle peut être féroce. Très féroce même. Ah bon? Féroce? Oui, féroce. C'est vrai qu'on sent qu'il y a du muscle, hein. Ça c'est que du muscle, c'est pas du gras. Ah, bah, on est bien sur un buffle. À gauche pour aller à gauche et à droite pour aller à droite. J'ai toujours pas compris comment on arrêtait. Ah, c'est sympa. Mais alors, est-ce que la police à buffle est autant respectée qu'une police à moto ou à cheval? Est-ce que ça casse pas un peu le mythe? En fait, le buffle est un animal emblématique de l'île de Marajo. Il est très considéré ici. Donc celui qui monte le buffle, comme nous les policiers, eh bien nous sommes très respectés par la population. Ah. C'est vrai qu'on domine avec lenteur et force, vous voyez? Ah, il faut que j'aille à gauche. Tire sur la corde. Ah. Voilà. Oh, à gauche. Ah, mais j'ai peur de lui faire mal au nez. Non, ne t'inquiète pas, il est habitué. C'est surtout un moyen de dominer l'animal, car s'il n'a pas l'anneau dans le nez, le buffle redevient quasiment sauvage. Et alors tu ne peux pas le monter. Oh. Ah, il s'en va. Oh, à gauche. Et j'ai un peu de mal à me faire respecter quand même. Hein. Pourquoi il m'obéit pas? Il faut transmettre au buffle la confiance. Il faut lui faire comprendre que c'est toi qui domines. Là, par exemple, il était en train de se dire que c'est lui qui dominait la situation et pas toi. Bon, bah alors maintenant, je vais prendre les choses en main. Ah, bah je vais te dominer, toi, hein, tu me fais chier. Hein? Allez, vas-y. La domination du buffle, c'est un peu spécial. Je pense pour l'instant que je n'ai pas le dessus. Notre mission aujourd'hui, c'était de patrouiller en ville. On a fait de la police dissuasive, devant les banques, devant la poste. Mais notre principal but, c'est de patrouiller hors de la ville.
magnifique ici. Oui, c'est très beau. Ici, on patrouille à la fois pour préserver l'environnement et on protège les troupeaux des voleurs de bétail. Et comme tu le vois, aucune voiture, aucune moto ne peut venir ici. Alors, patrouiller à dos de buffle est le moyen le plus adapté à cette région. Il y a des voleurs de bétail? Oui, des voleurs de bétail s'attaquent aux troupeaux. Alors notre travail sur l'île de Marajo, eh bien, c'est de combattre les voleurs. Ici, par exemple, il y a une ferme où il y a beaucoup de bêtes. Donc ça attire les voleurs. Notre mission principale aujourd'hui, c'est donc d'aller patrouiller. Ah, c'est génial. Ça passe vraiment partout, hein? Oui, tu vas voir. Ne t'inquiète surtout pas. Sois tranquille, tiens-toi à la selle et reste bien assis. Ah, mais il va couler. Ah non! Non, accroche-toi bien. Il peut rester 3 à 4 minutes sous l'eau. Ce buffle, c'est le meilleur nageur de l'île. Ne t'inquiète surtout pas. C'est incroyable comme sensation. Ah, c'est dingue. Mais ça doit être vachement difficile pour le buffle d'avancer dans l'eau comme ça. Oui, très difficile, car il faut que le buffle soit très fort pour vaincre à la fois l'eau, les courants et la boue. C'est fabuleux. Voilà le troupeau. Bonjour. Avez-vous remarqué des vols en ce moment? Non. On vous vole beaucoup de têtes de bétail. Vous avez un chiffre, par exemple, du nombre de têtes de bétail qui ont disparu récemment? Oui. L'année dernière, par exemple, on a 12 bêtes qui ont disparu. Et cette année, on en est déjà à 40. 40 bœufs? Mais c'est énorme. Mais comment ils font pour les prendre? Ils les embarquent dans des camions? Ils les mettent sur des bateaux? Je vois pas bien comment on peut faire pour voler 40 bœufs ici. En fait, les voleurs tuent les buffles sur place et transportent la viande immédiatement, en général de nuit. Ils prennent le bétail et partent. Mais quand la police vient, ça nous aide, car ça dissuade les voleurs. Être sur un buffle pour protéger les autres buffles de l'île de Marajo, pour moi, c'est une très grande fierté. Et je crois que je suis vraiment amoureux de ce travail et puis de ces animaux. Car depuis leur plus jeune âge, on est avec eux, on les dresse et on travaille ensemble. Alors oui, je pense que ces animaux ressentent l'amour que moi et les hommes du bataillon leur apportons. Alors, vous savez que moi, c'est quand même un peu surprenant de voir des policiers qui aiment des bœufs. Ah, tu verras ça seulement sur l'île de Marajo et au sein de notre 8e bataillon. Le buffle, c'est un animal en voie de disparition, mais c'est un animal tellement doux. Tous ceux qui viennent ici, sur l'île de Marajo, tombent forcément amoureux de cet animal. Para boi!